Le DAF Fresh Morning, c'est 104.5 tonnes de bonne humeur. Tous les matins sur Urban FM. Vous êtes sur les 104.5 Urban FM, la station urbaine, et vous écoutez le DAF Fresh Morning avec Jean-Paul. Jean-Paul, bonjour. Bonjour, DAF Fresh. Comment tu vas ce matin? Ça va. À la forme? Oui. Alors, on repart combien d'années en arrière pour le point d'histoire? On repart pas trop longtemps, on va 88 ans en arrière, le 19 octobre 1935, où l'on célèbre, enfin, où on commémore en quelque sorte la fin d'un mouvement qui est considéré comme, disons, un mouvement fondateur, hein, pas du Parti communiste chinois, mais qui est fondateur de l'arrivée de Mao Tse-tung au pouvoir. C'est la fin de la longue marche. Il faut savoir que à partir du 15 octobre 1934, Mao Tse-tung et environ 100 000 des militants du Parti communiste chinois, à l'intérieur duquel il n'y avait pas que les militants, il y avait aussi les membres de l'armée populaire de Chine, vont entamer un long périple qui va partir des régions du sud-est vers celle du nord-ouest. Alors, durant ce périple-là, qui va durer près d'un an et demi, ils vont, sur les à peu près 100 000 personnes qui vont être au début de cette longue marche-là, seuls à peu près entre 7 000 et 10 000 vont parvenir à destination. Alors, il faut bien comprendre que après la fin, si tu veux, de l'Empire en 1911, 10 ans plus tard, en 1921, va être créé le Parti communiste chinois. À cette époque-là, il y a une véritable guerre civile en Chine, puisque, si tu veux, un certain nombre de factions veulent se partager la Chine, des factions qui sont encouragées évidemment par des puissances occidentales. Et donc, parmi ces factions-là, il y a un général qui s'appelle Chiang Kai-shek qui va réussir à, si tu veux, à pacifier une grande partie. C'est un vrai nom. Oui. Une grande partie de la Chine. Mais je croyais que c'était un acteur de film, Chiang Kai-shek et tout ça. Mais non. Chiang Kai-shek, c'est lui le fondateur de ce qu'on appelle Taïwan aujourd'hui, hein, c'est-à-dire les nationalistes chinois à l'époque qui s'opposaient aux communistes. Mais avant ça, et donc il va y avoir d'abord dans un premier temps une toute première alliance en réalité qui va se faire entre les communistes de Mao Tse-tung, les communistes du Parti communiste et ceux du membre du Parti nationaliste, le Kuomintang de Chiang Kai-shek. Et puis, malheureusement, en 1927, 3 ans plus tard, cette alliance va être rompue et donc la guerre va reprendre entre les deux partis. Et donc, à partir de cette guerre, à partir de, si tu veux, la rupture de cette alliance en 1927, les nationalistes et les communistes vont s'affronter au point où, véritablement, il faut dire la vérité, les communistes étaient en débâcle. Et donc, c'est pour éviter l'éradication totale de tous les communistes que Mao Tse-tung va faire ce qu'on peut considérer comme étant un repli stratégique, ce qui va lui permettre, à travers la longue marche, d'abord de consolider son pouvoir au sein du Parti communiste chinois, parce qu'il faut bien, ceux qui l'ignorent, c'est qu'en 1921, en 1931, lorsque Mao Tse-tung accède à la tête du Parti communiste chinois, il y accède en tant qu'intérimaire. Et puis, véritablement, il y accède d'abord avec l'appui de l'Union soviétique, dont à l'époque encore on peut considérer que le Parti communiste chinois n'était qu'un démembrement. Et puis, notamment Staline va estimer que il fallait soutenir et va accorder en fait du bout des doigts son soutien à Mao Tse-tung. C'était à la moindre mesure parce qu'il avait absolument besoin qu'on établisse un mouvement bolchevique, marxiste-léniniste là-bas en Chine. Et donc, il va prendre le moins mauvais des candidats, mais celui-ci va rapidement ne pas avoir l'assentiment de Staline qui considérait qu'il ne respectait pas à la lettre, si tu veux, les instructions que lui donnait. Et donc, à partir de là, il y avait aussi un autre leader qui était Wang Yi, qui lui aussi avait fui la guerre civile et s'était réfugié à Moscou. Il reviendra plus tard en Chine pour essayer de conquérir, si tu veux, la tête du Parti communiste, soutenu cette fois-ci par Staline. Malheureusement, pour Wang Yi, Mao Tse-tung avait réussi, si tu veux, à stabiliser son emprise au sein du Parti communiste. Et cette emprise-là va véritablement se renforcer tout au long du périple, de cette longue marche-là, terrible, au cours de laquelle près de 90% des gens qui étaient au départ de cette histoire vont malheureusement périr des suites de la maladie, de la famine, des mauvaises conditions. Donc, à partir de
de octobre 1935, lorsqu'ils vont atteindre le Yangtze, donc cette zone montagneuse située au nord-ouest de la Chine. À partir de là-bas, ils vont véritablement se reconstituer, se restructurer, et là, évidemment, va éclater, si tu veux, la guerre d'invasion japonaise en 1937. Et là, pour des raisons de survie, pour des raisons patriotiques, les nationalistes du Kuomintang et donc de Chiang Kai-shek et les communistes de Mao Tse-tung vont de nouveau s'allier pour combattre l'ennemi. Et puis donc à la fin de la guerre en 1945, donc le Japon qui a été vaincu par la suite après les attaques, les bombardements, voilà, Hiroshima et Nagasaki, voilà. Et donc la guerre civile va presque aussitôt reprendre malheureusement entre les nationalistes et les communistes. Cette guerre civile-là qui va aboutir notamment au printemps donc 1949 avec la défaite, si tu veux, des nationalistes donc, qui vont quitter la Chine continentale pour aller se réfugier sur l'île qu'on appelait l'île de Formose, qui va devenir ensuite... En fait, je comprends pourquoi la Chine ne fait pas partie des nations qui ont participé à la Deuxième Guerre mondiale, parce que même ils étaient chauds, c'était chaud chez eux. Voilà, et parce qu'ils étaient en guerre. Il y avait une grande partie de la Chine qu'on appelle la Mandchourie, qui était à partir de 1937, qui était envahie par le Japon, et c'est l'une des raisons pour lesquelles il y a un très fort contentieux historique sur les relations sino-japonaises. Même si aujourd'hui ils ont des relations économiques et diplomatiques, mais d'un point de vue historique, il y a des questions qui sont encore sensibles sur le rôle de l'armée japonaise durant la période d'occupation entre 1937 et 1945. Il faut savoir que, par exemple, au Japon, il y a un monastère dans lequel on rend régulièrement hommage aux chefs militaires de l'armée japonaise durant cette période d'occupation, durant la Seconde Guerre mondiale. Et le fait que les Japonais, pour des questions de nationalisme, n'ont jamais considéré ces chefs militaires-là comme étant des seigneurs de guerre et comme étant des criminels de guerre, et ben, alors que la Chine plutôt les considère comme tels, et ben, ça envenime quelque peu parfois les relations entre les deux pays. Et donc, ce contentieux-là part de cette époque-là. Et donc, lorsque Mao Tse-tung va enfin proclamer le 1er octobre 1949 la naissance de la République populaire de Chine, il va maintenant accéder au pouvoir suprême, et donc à partir de ce moment, il va présider aux destinées de la Chine. Mais il faut bien comprendre que par la suite, pour des questions de propagande, il va y avoir, d'un point de vue de l'interprétation historique, une espèce d'amalgame qu'on va faite de manière voulue entre cet événement qui est la Longue Marche et la construction du parti et la construction, si tu veux, de la République populaire de Chine. On a souvent, pendant des années, certains historiens, propagandistes... C'est Mao qui a créé la République populaire de Chine? Non, il n'a pas créé il va la déclarer. Est-ce qu'avant Mao, la Chine était en république? Non, oui, la Chine est une république dès la chute de l'Empire en 1911. Elle va d'abord connaître une période où elle va être dirigée par les nationalistes du Kuomintang qui vont pendant longtemps régner. En ce moment-là, elle est déjà république. Oui, elle est république. Mais à partir de la naissance, donc, si tu veux, du communisme en 1924 en Russie, la Russie qui a une frontière avec la Chine, donc si tu veux, le bolchevisme va traverser la frontière russe pour arriver en Chine. À partir de là, il va naître déjà de manière clandestine d'abord. Donc Mao, lui, il est juste considéré comme le père de la Chine moderne. Voilà, c'est le père de la Chine moderne. Mais il est l'un des membres fondateurs aussi du Parti communiste chinois. Il était là dès le début. Il était l'un des fondateurs, mais il n'était pas le dirigeant. Si tu veux, la Longue Marche va lui permettre d'abord, petit à petit, de conquérir les rênes du parti et ensuite d'asseoir sa position sur le plan national pour parvenir ensuite à chasser les nationalistes en 1949 et enfin proclamer la République populaire de Chine. Donc, si tu veux, même si Mao est un personnage central dans la création de la République populaire de Chine, même si c'est un élément central dans les événements historiques qui partent depuis la fondation du Parti communiste chinois jusqu'à l'avènement de la République populaire de Chine, mais évidemment, il faut bien distinguer les choses. La Longue Marche chinoise, cet événement-là, n'a pas participé de manière directe à l'avènement de la République populaire parce que c'était d'abord un moyen pour Mao Tse-tung de fuir les communistes et en même temps d'asseoir son empreinte, d'asseoir son emprise sur le Parti communiste chinois.
Merci Jean-Paul pour l'actualité, pour le brin d'histoire ce matin sur les 104.5 Urban FM, la station urbaine dans le d'Afraîchement du Nord. Aujourd'hui, ça fait 88 ans. Ça fait 88 ans que Mao avait achevé sa longue marche. On reste connecté dans le Da Fresh Morning, on repart en musique et on se retrouve juste derrière. Le Da Fresh Morning, c'est 104.5